C'est un récit fictionnel, mais quand même avec des résonances de choses qui sont déjà présentes dans la société. Bien sûr, c'est le scénario du pire. Ici, il s'agit d'une attaque terroriste d'une ampleur inimaginable. 0D, ça veut dire quoi en fait? Ça désigne le jour où un codeur, un développeur réalise qu'il y a une faille dans son système informatique. Et lorsque cette faille est exploitée par une cyberattaque, par des terroristes, par des cyberterroristes, alors on va parler d'attaque 0D. Et c'est ce qui touche les États-Unis dans ce récit, donc vous le dites, fictionnel, mais quand même qui a des relents de réalité. Ça pourrait, et si un jour on en arrivait là. Et donc pendant 1 minute, tous les systèmes informatiques, tous les systèmes qui dirigent en fait, que ce soit l'électricité, l'alimentation en eau, les aiguillages, etc., tout s'arrête pendant 1 minute, ce qui va créer évidemment un chaos énorme. Et donc, on entend dans l'extrait que vous avez passé la mort de plusieurs milliers de personnes. Un seul message à la fin de cette attaque, une seule revendication entre guillemets, ce message qui apparaît sur tous les écrans, téléphone, télévision, ordinateur, ceci se reproduira. Donc, la menace est réelle, imminente à nouveau, et donc il va falloir prendre des décisions. Donc, la présidente des États-Unis décide de créer une commission très très spéciale au pouvoir ultra étendu et qui confie les rênes de cette commission à un homme qui lui-même doit être au-dessus de tout soupçon, puisque la responsabilité est énorme. Et donc, elle va se tourner vers un ancien président américain. On comprend dans l'histoire que ce n'est pas tout à fait le prédécesseur de l'actuelle présidente, mais que c'est un président encore antérieur, qui a laissé un souvenir comme ça dans la classe politique, mais aussi auprès du grand public, un souvenir d'un homme d'une très grande probité, capable même de réunir les deux camps, démocrates, républicains, sur certaines questions majeures lors de son mandat. Un président qui d'ailleurs ne s'est pas reconduit pour un second mandat, et on l'expliquera un peu plus tard, ça aussi attaché à sa personnalité. Et donc, cet ancien président accepte de prendre cette responsabilité énorme. Il doit enquêter pour comprendre les motivations, mais surtout pour prévenir de cette fameuse prochaine attaque. Et il doit faire tout ça dans le respect des libertés individuelles et des principes de l'état de droit. C'est tout l'enjeu, c'est la première thématique vraiment qui ressort de cette série. Elle n'arrive pas par hasard, cette série. Elle arrive à un moment quand même assez particulier de l'histoire des États-Unis. C'est comment ne pas basculer dans l'autoritarisme lorsqu'on est confronté à la peur, en fait, à la peur irrationnelle, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Le terrorisme consiste, c'est une arme qui instille la peur auprès des populations et des dirigeants de ces populations. Et bien ici, comment faire en sorte de à la fois lutter contre cette menace tout en préservant les libertés individuelles, puisque, pour le dire clairement, ce président de la commission, joué par Robert De Niro quand même, il a les pleins pouvoirs au sens où il peut arrêter qui bon lui semble, sans mandat, sans justification. C'est carrément la suspension de l'habeas corpus. Donc on a quasiment mis en suspens les droits constitutionnels. Or, lui-même est très terriblement attaché, évidemment, à ses droits. Et d'ailleurs, sa propre épouse, dans la série, est elle-même une juge qui doit être nommée aux plus hautes fonctions et qui elle-même aussi lui murmure à l'oreille, régulièrement, attention à préserver cet état. Et puis, pour la petite anecdote, on va aussi créer une supra-commission, une commission chargée de surveiller la commission, qui elle-même va être dirigée par la propre fille de Mullen. Ça, c'est pour la petite intrigue au sein de la grande intrigue. Donc voilà, toute la question de la lutte contre une menace létale, imminente et invisible, tout en respectant l'état de droit. C'est une gageure, et comme je le dis, cette série, elle est militante, et ça, elle ne s'en cache pas. Robert De Niro lui-même ne se cache pas. Il est un des producteurs de la série. Il est un des producteurs, il est notamment à l'initiative. C'est la première série qu'il fait, ce n'est pas un homme de série du tout, Dieu sait qui doit être sollicité. Donc s'il a été dans ce projet, c'est parce que cette histoire, elle raconte quelque chose aussi de l'histoire contemporaine des États-Unis d'aujourd'hui, et c'est cette crainte, cette peur, on en parle encore aujourd'hui dans les médias, de cette dérive autoritaire avec Trump et son administration. Et donc, clairement, ici, il y a l'allégorie de l'attaque terroriste, mais derrière ça, on parle aussi d'une guerre économique, par exemple, dans la réalité, et donc qui justifierait, de la part de Trump, des mesures autoritaires. Et bien, quelque part, ici, la série fait écho à cet état de fait. Alors, on est dans une image très, très idéalisée. Robert De Niro, ici, forcément, on se donne le bon rôle. C'est un ancien président au-dessus de la masse et au-dessus des intérêts particuliers, mais malgré tout, et c'est là qu'on échappe quand même au manichéisme, c'est qu'il va devoir transiger, parce que cette attente de résultats, chaque jour qui passe rapproche de la prochaine attaque. Il va devoir transiger avec ces fameux principes de liberté, et voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Aucune cause n'est jamais totalement juste, c'est-à-dire que des citoyens payent toujours, entre guillemets, les pots cassés, payent toujours la guerre que son propre État fait, que ce soit par les représailles du camp adverse ou que ce soit par la recherche, entre guillemets, du traître, de la vérité,
par son propre gouvernement. Et donc, on montre bien la difficulté que lui va avoir à devoir transiger avec sa propre morale, avec son esprit aussi. Difficulté avec sa conscience, mais aussi difficulté, ça se sent un peu en filigrane de qui dirige finalement. Est-ce que je dirige ou est-ce que je suis dirigé? Il y a toujours un peu cette question. Alors, il y a bien sûr, les pleins pouvoirs, c'est une chose. Je disais, il y a cette commission qui est censée le surveiller. Bon, il y a toute une intrigue dans les intrigues. C'est assez intéressant là-dessus aussi, les dynamiques intrapolitiques, les jeux partisans. Mais au-delà de ça, une autre thématique qui, moi, m'a fort interpellé et qui, je pense, l'est faite à dessein, c'est les capacités cognitives de nos dirigeants. Parce que ce monsieur Mullen, il est à la retraite. On le dit pas, mais il doit avoir 80 ans. C'est l'âge de l'acteur lui-même. Et donc, finalement, on le sort de sa retraite. On lui demande un job quasiment impossible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il fatigue. Et il n'a plus 20 ans. Et donc, ça nous interpelle parce qu'on le voit dans cette série. Il y a une intrigue qui nous laisse entendre que peut-être il y aurait une manipulation mentale via une arme secrète, etc. Alors que peut-être tout simplement, il est fatigué par moment et qu'il a du mal à lier toutes les informations les unes aux autres. Et donc ça, c'est très interpellant parce qu'on le voit bien. C'est évidemment magnifiquement interprété par Robert De Niro, mais ça, on s'attendait pas à moins de la part de cet acteur. Mais il y a des moments où il est hésitant, il cherche, on voit qu'il cherche en lui à aligner les informations, à faire les liens, les passerelles, les causalités, alors que l'instant d'avant, il était très assertif, très sûr de lui. Et donc, ça nous questionne sur la responsabilité de ces chefs d'État aujourd'hui, et dans le passé d'ailleurs aussi, c'est pas neuf, qui arrivent à des âges quand même où ils prennent des décisions alors que la plupart des êtres humains sont entre guillemets pensionnés depuis même très longtemps. Donc, et comment peut-on être encore en adéquation quand on a 80 ans? Et il y a des chefs d'État entre 75, 80, allez, je veux dire entre 70 et 80 ans, il y a beaucoup de chefs d'État autoritaires qui sont dans ces âges-là. Et est-ce qu'on peut aussi avoir encore une vue sur le monde et l'état du monde et avoir des perspectives? Quand on a sa vie derrière soi, quelle légitimité on a à prendre des décisions pour la vie des futures générations? C'est un peu la question que chaque génération, chaque jeune doit se poser. Et en plus, vous en parliez ici dans votre dossier, je ne veux pas ici faire de l'agisme évidemment, je ne suis pas en train de dire que tous perdent leur capacité, mais qu'à un moment donné, il y a quand même la question à se poser. Il y a des visites médicales dans nos démocraties, soi-disant. Nos dirigeants sont soumis, enfin nous on n'a pas de président, mais par exemple en France, il y a un cas très célèbre d'un président au XXe siècle qui a été malade, gravement malade, tout au long de ses 2 mandats, et on parle de 14 années au pouvoir, et le grand public ignorait qu'il était atteint d'un cancer. Comment prendre des décisions éclairées, responsables, quand on souffre, quand on est en douleur, et quand on revoit les images de ce président, et qu'on sait maintenant qu'à cette époque-là, il était gravement touché, qu'il était vraiment en grande difficulté, en fait, on lit sur son visage cette souffrance. Donc, ça questionne ces paramètres-là. Et à côté de ça, l'âge, c'est aussi une vision parfois un peu conservatrice, voire carrément conservatrice aussi du monde. Il y a un peu ce côté, c'était mieux avant, vous savez, dans la bouche des aînés, qui reprochent toujours aux générations suivantes d'être moins responsables, etc. C'est l'éternel cycle. Et donc, finalement, quand ces personnes sont au pouvoir, si elles ne s'entourent pas d'une certaine jeunesse et s'ils ne les écoutent pas, alors on va forcément droit au clash entre